Mme Awa Gueye, qui a été une actrice prépondérante dans le processus, de nous dire où est-ce que nous en sommes. Elle reviendra tout à l'heure aussi pour parler de participation citoyenne. Alors, nous allons faire parler également d'autres personnes, mais je pense que c'est important de faire les introductions au fur et à mesure. On commence par Awa, avant d'introduire les autres. Alors, Awa Gueye, je la connais depuis un certain temps, mais je pense que pour ne pas fourcher, je vais quand même regarder ce qui est écrit, n'est-ce pas? Alors, de l'université Gaston Berger, on ne va pas faire tout le CV. On l'a connue surtout dans le développement, parce qu'elle était au GIZ Prodel. Je pensais qu'elle était allemande même. Mais surtout aujourd'hui, on l'a connue dans ce monde, parce qu'on pense toujours que Awa, c'est la décentralisation. Elle respire décentralisation, elle parle décentralisation, elle parle gouvernance. Donc, elle est mieux indiquée pour nous parler de cela. Et surtout qu'actuellement, elle est au niveau de la Commission nationale du dialogue du territoire. Donc encore bien indiqué pour nous dire où est-ce que nous en sommes, mais également la participation citoyenne, elle aura aussi à développer ce cas. Donc, Awa Gueye, vous avez la parole pour démarrer. Tout de suite. Je vais être très concise parce qu'il y a Oulata qui est là. Si on déborde, il va être plus indulgent avec les autres. Hein? Parce que moi, Oulata, je pense qu'on se connaît depuis 15 ans, plus de 15 ans dans le développement. Donc quand on voit Oulata, on sait qu'il y a du développement quelque part. Et je suis aussi très honorée, hein, et c'est avec beaucoup de bonheur que je participe à ce panel sur l'invitation de ma sœur, Salamata. Et Salah, c'est d'abord une femme d'action et de conviction. Lorsque Salamata vous parle de Saldé, on a envie de découvrir Saldé parce qu'elle en parle en termes, je dis, mon Dieu, Salamata, c'est la première fois avec toi que j'entends parler de Saldé, mais je pense que c'est cette envie extraordinaire qu'elle a de transmettre le bonheur, de transmettre le développement pour sa localité. Alors pour l'acte 3 de la décentralisation, comme vous le savez, quand on parle de l'acte 3, évidemment, ça veut dire qu'il y avait un acte 2, un acte 2. On ne va pas y revenir parce que l'acte 1, ce qui caractérise cet acte, c'est avec la grande réforme de 1972, avec la loi 72-25, qui introduit les communautés rurales et qui permet à la décentralisation de toucher le monde rural. Donc, lorsqu'on parle de décentralisation, en 72 déjà, c'était avec le président Senghor et très rapidement, en 96, avec le président Abdou Diouf, il y a eu cette nécessité de faire un pas supplémentaire par rapport à la décentralisation, d'approfondir le principe, le processus et de proposer 3 innovations majeures. La première innovation, c'est l'érection de la région en collectivité locale qui était déjà circonscription administrative. La deuxième innovation, c'est le transfert massif de 9 domaines de compétences jadis exercés par l'État qui sont transférés aux collectivités locales. Et la troisième innovation, c'est l'allègement du contrôle a posteriori. Parce que comme vous le savez, avant, c'était le principe de la tutelle, le principe du contrôle a priori. Évidemment, en 96, avec la loi 96-06, les lois, je devrais dire 96-06 ou 96-07 du 22 mars 1996, il y avait cette possibilité, enfin, d'alléger le contrôle, mais quand même de maintenir un contrôle a priori sur un nombre d'actes limitativement énumérés par le Code de 96, notamment en son article 336. Il y a eu des évaluations qui ont été faites parce qu'on s'est rendu compte que la finalité de la décentralisation, c'est le développement. Et on a très souvent l'habitude de l'oublier. On a pensé la décentralisation beaucoup plus sous l'angle administratif et institutionnel, sans pour autant prendre en compte cette dimension économique. Donc cette dimension économique qui a manqué a pu être corrigée, en fait, dans son intention, je dis bien dans son intention, avec la loi de 2013 portant Code général des collectivités locales et qui est communément appelée acte 3 de la décentralisation. Qu'est-ce qu'il s'agit avec cet acte 3 de la décentralisation et où est-ce qu'on en est? Je pense que le président du conseil départemental de Podor
a fait vraiment un parcours très très reluisant de cet acte 3 de la décentralisation avec les grandes lignes, mais on se rend compte que déjà, où est-ce qu'on en est avec l'acte 3 de la décentralisation? On a dépassé la première phase. La première phase consistait déjà à adopter le code, donc cette partie textuelle qui n'est pas terminée, et ça va se poser en termes beaucoup plus de défis, parce que lorsqu'on vote un code général des collectivités, il faut que ce code puisse vivre. Ce qui nous manque un peu avec cet acte 3, c'est vraiment les décrets d'application qui tardent, et je pense, je ne sais pas si le représentant du ministère de la gouvernance territoriale est là, mais je pense que ça, c'est un message très fort qu'on aimerait partager pour permettre quand même aux collectivités locales, quand même aux élus locaux, de se sentir dans ce processus-là. Parce que la vision, c'était quoi? D'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de développement. Ce n'est pas des adjectifs. Il faut mettre du contenu, parce qu'on a un problème par rapport à la viabilité des territoires. Vous vous rendez compte, à un certain moment, il suffisait juste de se lever, d'aller sur des radios de la place, ou bien porter des brassards rouges pour qu'on érige votre village ou votre hameau en commune ou en communauté rurale, sans aucune viabilité financière. Parce que le fait de pouvoir ériger une entité en collectivité locale suppose au préalable qu'on puisse faire des études d'impact, des études pour voir un peu est-ce que cette entité-là qu'on va créer, cette entité pourra se prendre en charge. Parce qu'on ne peut pas créer des collectivités territoriales et demander quand même à l'État ou que l'État se substitue aux collectivités locales ou faire fonctionner éternellement ces collectivités locales. Donc je pense aujourd'hui, ça aussi c'est un défi, un grand défi par rapport à cet acte 3. Où est-ce qu'on en est? Donc on a le code, il manque des décrets d'application, il faut traduire cela en actes concrets, donc pour permettre aux collectivités locales, aux collectivités territoriales de pouvoir fonctionner. Alors, si vous entendez un peu les discours, très souvent on parle collectivité locale, collectivité territoriale de la même manière. Pourquoi? Et pourtant, ce n'est pas le même contenu, mais on peut retenir que pour le Sénégal, lorsqu'on parle de collectivité territoriale, c'est collectivité locale. Pourquoi? Parce que cette confusion vient du fait que dans le Code général de 2013, on parle de collectivité locale. Les collectivités locales au Sénégal sont les communes et le département qui a été circonscription administrative. Or, il y a eu la révision constitutionnelle avec le référendum, donc qui a introduit cette dimension territorialité, et partout on parle de collectivité territoriale. Donc il y a nécessité, je disais que le premier défi c'est de pouvoir adopter des décrets d'application, mais l'autre défi c'est de pouvoir mettre en conformité ce code général des collectivités locales par rapport à la constitution de 2016. Parce que là, ça évite un peu les ambiguïtés et ça permet de donner un contenu correct et convenable qu'il faut à la notion de territoire. L'acte 3, lorsqu'on en parle, on parle beaucoup de territorialisation des politiques publiques. On a l'impression que la territorialisation des politiques publiques, c'est quoi? Ça fait très fashion de parler de territorialisation, mais le grand défi, c'est aussi de donner du contenu à cette territorialisation des politiques publiques. Le grand défi, c'est de dire aujourd'hui, au niveau du Sénégal, nous avons un document de référence qui est le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, dans la phase active 2014-2018 du PSE, vous avez des indicateurs. Il est intéressant de voir par rapport à ces indicateurs de la phase active du PSE, comment c'est décliné à travers les lettres de politique sectorielle. Alors là, ça c'est un autre défi en termes pour moi d'articulation qu'il faut penser, d'essayer de voir par rapport à ce qui est proposé dans notre document de référence qui est le PSE, comment ça se décline à travers les autres politiques et stratégies sectorielles. Ça,
Si on en arrive, on mettra vraiment du contenu à la notion de territorialisation des politiques publiques. Dans l'acte 3, au niveau du Code général des collectivités, on a parlé de la possibilité pour les élus de pouvoir élaborer des plans de développement, hein, que ce soit au niveau département ou au niveau communal. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la pratique, lorsqu'on regarde la manière dont ces documents de planification sont élaborés, et aujourd'hui, le président du conseil départemental a dit que le PDD de Podor est déjà élaboré, mais le grand problème, c'est lorsqu'on voit le contenu de ces documents de planification, il n'y a aucune rupture entre la planification qui a été élaborée sous l'acte 2. On a l'impression, et c'est une responsabilité de la part aussi des projets, programmes de ces ONG, je suis d'autant plus à l'aise d'en parler, d'autant plus que pendant je vois mon ami, mon grand frère Samba Bari de l'autre côté, pendant plus de 15 ans, j'ai évolué dans le milieu de la coopération au développement. C'est une grande responsabilité aussi, parce que lorsqu'on accompagne l'État, on doit l'accompagner en tenant compte des exigences nouvelles qui sont là, en tenant compte d'un certain nombre de paradigmes. Et là où je vais terminer, c'est beaucoup plus lorsqu'on parle aussi de cet acte 3, où est-ce qu'on en est. L'acte 3 a introduit la notion de participation comme principe de gestion. Ce n'est pas nouveau, parce qu'en 1996, il y avait la participation, mais beaucoup plus comme modalité de gestion. Ici, il y a une partie entière du code, une section qui est érigée, qui porte participation citoyenne, mais le grand défi, c'est quoi? Lorsqu'on dit les collectivités, enfin le conseil peut instituer des cadres de concertation, il faut donner un contenu. Donc, comment ces cadres de concertation peuvent être matérialisés? C'est à travers la prise de décrets d'application. Et ce sont ces décrets d'application qui permettent de dire aujourd'hui, lorsque je crée un cadre de concertation, est-ce que je le fais conformément à la loi? Vous savez que la nature a horreur du vide. Lorsqu'il n'y a pas un canevas pour dire aux gens, voilà comment vous devrez procéder, quand même, les gens bougent, les gens essaient de proposer des choses, et vous voyez, il y a les conseils de quartier, il y a les cadres de concertation, les CIVD, tous ces espaces de concertation, et un jour, le décret d'application viendra dire, attention, il faut corriger ceci, il faut corriger cela. L'acte 3 a aussi introduit le principe de la coopération et de la solidarité, sans pour autant dire dans le Code général comment ça doit se faire. Donc, et je pense qu'à ce niveau-là, la Commission nationale du dialogue des territoires a fait un travail formidable en proposant un projet de loi d'orientation de l'intercommunalité avec des décrets d'application. Là, il faut poursuivre. Donc aujourd'hui, je pense, en termes de défis d'enjeux, il y a énormément de choses à faire. Qu'il faut, si on veut des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement, faire en sorte que le financement du développement territorial puisse trouver une solution en proposant un certain nombre d'hypothèses, un certain nombre de pistes. Et le Comité national de pilotage de l'acte 3 avait fait un travail formidable en proposant différentes modalités de financement du développement territorial. Je pense que là, il y a le genre qui a été introduit, donc pour la première fois, contrairement à 1996, au niveau du Code général de 2013, parce que là, ça permet au moins d'avoir des politiques publiques plus inclusives à tous les niveaux, des politiques publiques qui prennent en compte les préoccupations des uns et des autres, les politiques publiques qui, dans leur mise en œuvre du point de vue, par exemple, de la réalisation, je peux imaginer, lorsqu'on parle des grands projets qui sont au niveau du département de Podor, de dire aujourd'hui, par rapport à ces grands projets, le grand défi, c'est de construire, par exemple, des infrastructures qui peuvent être accessibles à toutes les populations, des infrastructures qui peuvent être accessibles à des personnes à mobilité réduite, parce qu'on ne peut plus continuer à construire des infrastructures comme on l'a toujours fait, mais il faut le faire pour faciliter l'accès
à tous, le faire de manière inclusive. Donc je pense que là, de manière ramassée, j'ai été prise au dépourvu. Voilà, peut-être par rapport à l'acte 3, où est-ce qu'on en est? En tout cas, on a le code qui a besoin d'être modifié, et je suis sûre que Monsieur le ministre fera ce qu'il faut pour pouvoir le modifier. Hein? Et il y a aussi des décrets d'application à prendre. Il y a des expériences formidables qui sont là, qu'il faut valoriser, parce qu'au niveau du Sénégal, c'est notre grand problème. C'est difficile de penser quelque chose de tout à fait nouvelle, parce que tout a été pensé, tout a été conçu. Maintenant, il nous reste un peu de promouvoir, afin de capitaliser ce qui a été fait et de construire à partir de ces expériences. Je vous remercie. Merci, Awa. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités distingués invités. Je voudrais remercier madame la présidente, madame Lee, pour l'invitation et saluer particulièrement mon formateur, monsieur Adama Diouf, ici présent, qui est président de l'association des départements, qui fut mon formateur à la FASTEF. En fait, je vais peut-être parler donc de la politique de promotion de la bonne gouvernance en général au Sénégal, et peut-être revenir un peu sur ce que nous avons prévu et ce que nous sommes en train de faire au niveau particulièrement des collectivités locales. Comme vous le savez, le Sénégal dispose aujourd'hui d'un cadre de référence qui est la stratégie nationale de bonne gouvernance, qui a été adoptée en 2013 à la suite de l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, laquelle stratégie de bonne gouvernance est aujourd'hui le cadre sur lequel doivent être adossées toutes les politiques de promotion de la bonne gouvernance qui sont initiées aussi bien dans l'administration que dans la société. C'est important parce que ça revient à mettre en acte, et de manière très précise d'ailleurs, les attributions du ministre en charge de la promotion de la bonne gouvernance, qui est chargé de définir et de mettre en œuvre la politique de promotion de la bonne gouvernance dans l'administration et dans la société. J'insiste beaucoup sur la notion de promotion parce qu'il s'agit effectivement de promouvoir la bonne gouvernance. Et cette promotion de la bonne gouvernance qui s'adosse sur la stratégie, elle comprend beaucoup de principes qui ont été passés en revue ici. C'est les principes de participation, de transparence, de redevabilité, d'état de droit, d'égalité et d'équité de genre, d'efficience et d'efficacité. Il y a 7 principes dans cette stratégie nationale. Et cette stratégie, d'ailleurs, nous devons la réviser d'ici la fin de l'année et en début 2018. Nous avons déjà mis un comité qui est en train d'y travailler pour que cette révision-là puisse arriver à terme d'ici mars 2018, parce que c'est une stratégie qui doit intégrer les nouveaux enjeux de développement, et particulièrement le PSE, parce qu'elle a été élaborée en 2013, comme je viens de le dire. Alors, comment nous agissons dans le cadre de la promotion? Nous agissons à travers un certain nombre de leviers. Ces leviers, c'est d'abord les innovations institutionnelles. Les innovations institutionnelles parce que j'en veux pour exemple la loi sur la déclaration de patrimoine que nous avons eu à initier. J'en veux également pour preuve notre participation à l'élaboration de l'acte 3, à la réforme du code minier, mais également aujourd'hui à une innovation institutionnelle qui est très importante et qui est en rapport avec tout ce qui se fait en matière également de décentralisation, parce que c'est un aspect qui a été évoqué ici, c'est la loi sur l'accès à l'information. C'est une loi qui est extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, nous avons, nous tous, un droit d'accès à l'information qui est garanti par la Constitution, mais nous voulons une loi qui puisse encadrer l'exercice de ce droit constitutionnel. Et c'est important pour nous. Tout à l'heure, Madame Thioune a eu à dire que quand elle demande, par exemple, la copie du budget ou le compte administratif, effectivement, il se pourrait qu'elle ait des difficultés. Et avec l'adoption de cette loi sur l'accès à l'information, nous allons effectivement réglementer et de manière très précise
le processus ou les procédures d'accès aux informations administratives, parce que c'est de cela qu'il s'agit et c'est extrêmement important. Et à travers d'ailleurs, parce que nous avons déjà élaboré l'avant-projet de loi et l'avant-projet de décret, nous proposons la création d'une commission nationale d'accès à l'information qui va en réalité être une instance de recours non juridictionnel. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à un maire ou à une collectivité ou à une administration, quelle qu'elle puisse être, de vous fournir un document, si votre demande n'est pas satisfaite, le seul recours que vous avez, c'est le recours juridictionnel. Et nous savons que peu de citoyens peuvent avoir accès à ce recours-là. Donc il est important, et pour nous c'est extrêmement important, ça va également dans le sens de renforcer les standards de démocratie auxquels nous aspirons en tant que véritablement pays où il y a une très grande démocratie. Et cela me permet d'ailleurs de dire qu'en termes d'acquis, le Sénégal a été jugé éligible il y a cela 2 mois à l'OGP, c'est le programme pour le gouvernement ouvert. Et vous savez que le programme pour le gouvernement ouvert, c'est un programme qui s'appuie sur 4 critères. C'est la transparence budgétaire, c'est l'accès à l'information, c'est la déclaration de patrimoine et c'est l'engagement citoyen. Et par rapport à ces 4 critères-là, le Sénégal aujourd'hui a 12 points sur 16, parce que c'est le minimum pour être éligible. Mais là où on a peut-être des difficultés, c'est juste que la loi sur l'accès à l'information n'est pas encore adoptée, parce que nous avons 2 points sur 4 là-bas. Mais sur la transparence budgétaire, par exemple, nous avons 4 points sur 4. Et ça, c'est important. C'est important parce que ça me permet de glisser sur le deuxième mécanisme que nous utilisons. C'est-à-dire, c'est la mise en place de cadres ou de mécanismes multi-acteurs. Nous avons mis en place au niveau national un cadre multi-acteurs de suivi budgétaire. Et ce cadre-là, c'est un espace d'échange, de dialogue, de concertation et de formation. Et nous avons eu à analyser la loi de finances initiale 2017. Nous avons eu à analyser le premier rapport d'exécution budgétaire même 2017. Actuellement, nous avons prévu la semaine prochaine de procéder à l'analyse du deuxième rapport et à l'analyse du projet de budget 2018 qui a été adopté en Conseil des ministres. J'en parle, c'est important parce que nous travaillons aujourd'hui dans un projet, dans le cadre avec un partenaire, mais également avec des ressources propres du ministère, pour décentraliser ce cadre-là dans les collectivités locales. Et nous avons même eu à y travailler avec Madame la directrice des collectivités locales, Madame Fall, pour que nous puissions ensemble même identifier les collectivités locales auprès desquelles nous aurons à mettre des cadres pilotes, parce que le cadre, il existe au niveau national, mais pour nous, c'est aussi un cadre de participation. C'est un cadre de participation parce que c'est un cadre qui regroupe des élus, des acteurs de la société civile et de l'administration, et même du secteur privé. Et ce que nous avons pu noter, en tout cas au niveau national, et nous pensons qu'on aura le même résultat au niveau local, c'est qu'au niveau national, nous avons pu constater que ça a permis d'aplanir les incompréhensions qu'il y avait, notamment entre les acteurs de la société civile et les agents du ministère de l'économie et des finances. Parce qu'au début, c'était un dialogue de sourds, mais lorsque nous avons mis en place ce cadre-là, qui est institué par arrêté, je dois le préciser, ministériel, ce cadre-là, aujourd'hui, véritablement permet des échanges très fructueux avec des recommandations qui sont très pertinentes, formulées par la société civile, dans le sens d'améliorer, bien sûr, ce qui se fait en matière de transparence budgétaire. Mais comme je le dis, le Sénégal a déjà véritablement sur ce plan-là fait d'énormes efforts, ce qui lui a permis d'avoir 4 points sur 4 au niveau du PGO, le programme pour le gouvernement ouvert. L'autre aspect également, en rapport bien sûr avec toujours la participation citoyenne, c'est la gouvernance des secteurs stratégiques. Parce que nous avons constaté que à ce niveau-là également, il peut y avoir des difficultés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette année, nous avons eu à mettre des cadres sectoriels de dialogue sur certains secteurs, notamment dans le secteur minier. Nous avons été à Kédougou, à Matam et à Thiès, c'est les 3 plus grandes régions minières du Sénégal, et nous avons mis en place ces cadres sectoriels-là qui permettent d'échanger entre acteurs autour de ces problématiques-là. Et pour nous, c'est extrêmement important et nous comptons le faire, bien sûr, dans d'autres secteurs. Nous l'avons également fait à Dakar même,
dans le secteur de la santé. Et nous pensons que c'est extrêmement important. Pour ce qui est du niveau local, de manière encore plus précise, nous avions mis en place des cellules régionales de gouvernance. Nous l'avions initié dans 5 régions d'abord, mais nous avions constaté qu'il y avait quand même beaucoup de lourdeur, parce que nous avons procédé à une première évaluation. Et aujourd'hui, et ça c'est une instruction que nous avons reçue même de Madame le ministre, c'est que ces cadres-là soient institués au niveau départemental, pour tenir compte bien sûr de l'acte 3 de la décentralisation, parce que les CRG ont été institués en 2013, c'était avant que l'acte ne soit pris, que l'acte ne soit adopté. Donc nous allons très prochainement vers la mise en place de ces cellules-là, mais au niveau départemental. Et nous considérons que c'est important parce que nous avions eu, dans le cadre de ce processus, nous avions visité le département de Podor. Et je suis heureux quand M. Sow a parlé des profils de gouvernance. Parce que pour nous, ça c'est très important. Quand nous voulons agir ou planifier, il nous faut d'abord véritablement procéder à ce travail-là, de profilage. Parce que les réalités ne sont pas les mêmes, d'une localité à une autre. Nous avons été à Podor, à Kanel, dans la région de Matam et de Saint-Louis et de Kédougou, particulièrement dans ces 3 régions-là, pour dresser le profil de gouvernance des différents départements. Et je me rappelle, et c'est pourquoi je disais que ces cadres sectoriels qu'on met en place, ou ces cadres globaux sont extrêmement importants. Je me rappelle lorsque nous avons eu à tenir l'atelier de Kanel, séance tenante même, nous avons pu régler un problème qu'il y avait entre des collectivités locales et qui était lié à la perception de redevances avec la société qui exploite les mines de Dendori, merci, les mines de Dendori, parce qu'on le sait, il y a le décret qui délimite le périmètre communal, mais il n'y avait pas de matérialisation. Et il y avait véritablement des conflits entre collectivités locales à ce niveau-là. Et c'est cette séance que nous avons juste eu à tenir, c'était une séance d'une demi-journée qui a permis de régler ce problème, parce que c'est une séance que nous avons tenue autour de M. le Préfet, avec tous les représentants des services techniques départementaux. Il y avait l'urbanisme, bien sûr, il y avait le cadastre. Il y avait également toutes les collectivités locales du département qui étaient représentées et les organisations de la société civile. Et les organisations communautaires de base. Donc pour nous, ça, c'est des initiatives qui sont extrêmement importantes. Peut-être que par là où je vais terminer, c'est dire tout simplement que nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un nouveau programme avec le programme avec le PNUD, que dans le cadre de ce programme-là, nous avons prévu des activités de renforcement des acteurs, parce que le renforcement des capacités des acteurs, parce que je pense que, également, vous l'avez dit, le renforcement des capacités des acteurs, c'est extrêmement important. Et nous avons constaté qu'au niveau national, parce que nous travaillons beaucoup avec les organisations de la société civile, au niveau national, les organisations de la société civile sont en général très fortes, mais elles n'ont pas suffisamment de moyens au niveau local. Et nous avons prévu, dans le cadre de ce programme, d'appuyer particulièrement les organisations de la société civile au niveau local, mais également de contribuer au renforcement des capacités des élus. Nous avons eu, depuis 2 ans, à mettre le focus sur les élus locaux. C'était pour tenir compte, bien sûr, de l'adoption de la loi, de l'application de la parité, hein, parce que nous savions qu'il fallait véritablement renforcer davantage les capacités des élus locaux. Mais dans le cadre de nos missions, différentes missions, véritablement, les collectivités que nous avons visitées nous ont fait part quand même de la nécessité de renforcer aussi les capacités des autres élus, mais également d'appuyer la formation du personnel technique, parce que c'est ce personnel-là également qui reste, parce qu'il y a un taux de renouvellement qui est très important au niveau des élus, mais le personnel technique qui est administratif, qui est au niveau de ces collectivités locales-là, mérite également d'être renforcé. Donc nous pensons que nous pourrons le faire, en tout cas nous ne pourrons pas appuyer peut-être toutes les collectivités, mais nous pourrons le faire pour certaines localités. Et pour terminer, dire que nous avons aussi un programme que nous comptons développer, mais ça c'est au niveau national, mais que nous allons également initier avec des zones pilotes, donc en nous appuyant sur les collectivités. C'est un programme d'éducation à la bonne gouvernance. Et pour nous, ça va partir de l'élaboration de manuels à l'usage des enfants, et particulièrement des tout-petits. Parce que le constat que nous faisons, c'est que,
Je pense que Mme Thioune a parlé également de changement de comportement. Nous pensons qu'avec les adultes, il est important de les informer et de les sensibiliser. Mais après, il faut les sanctionner. Si on veut promouvoir la bonne gouvernance, il faut sanctionner ceux qui transgressent les règles. Il faut les informer et les sensibiliser. Par contre, les tout-petits, il y a possibilité de les éduquer et véritablement de leur inculquer ces valeurs-là depuis le bas âge. Et nous pensons que s'ils grandissent avec, nous pourrons véritablement sauver des générations. Je vous remercie de votre attention. Merci, bien. Et surtout, place, rôle, participation des acteurs au niveau départemental. Et quelle coopération et solidarité. Donc, comme nous savons où est-ce que nous en sommes, c'est quelqu'un qui a une grande expérience. 32 ans de carrière professionnelle, mais surtout 33 ans d'expérience en tant qu'élu, dont 24 ans d'élu local. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien la décentralisation, qui vit la décentralisation et qui, je pense, avec l'acte 3, c'est quelqu'un qui a traversé donc de l'acte 1 à l'acte 3, qui peut, à la suite de Awa, nous entretenir pour montrer à l'ADS, pour montrer à tous les acteurs quelle est la place, le rôle et surtout la participation des acteurs au niveau départemental. Parce que maintenant, il est au niveau départemental aussi. Voilà. Monsieur Sow, vous avez la parole. Je vous remercie. A été survolé par mon ami Di Awa ou Madame Thioune. On a cheminé ensemble quand on préparait l'acte 3 de la décentralisation. Ce qui est important à retenir, ce qu'il a dit, ce sont les décrets d'application qui font défaut par rapport à l'acte 3 de la décentralisation. Mais j'aimerais préciser d'abord une chose. Parce que très souvent, quand on parle de la décentralisation, on oublie la déconcentration. C'est les deux mamelles d'un processus. On ne peut pas réussir la décentralisation si ce n'est pas accompagné avec une bonne décentralisation. Souvent, on fait en tout cas les confusions. Ce qui fait qu'il y a souvent des conflits entre les deux acteurs. Les acteurs de la déconcentration et les acteurs de la décentralisation. Awa vient de dire que la décentralisation, c'est un transfert de pouvoir central au pouvoir local. De tous les aspects. Aspect fonctionnel, aspect organisationnel et aspect financier. C'est très important de le souligner avant de passer à identifier les différents acteurs du processus de la décentralisation. Les acteurs du processus de la décentralisation, les collectivités elles-mêmes sont des acteurs. Les associations sont des acteurs. Les ECB sont des acteurs, mais on ne leur avait pas donné de statut. Et c'est ça qu'il faut préciser. Les artistes, tous les aspects des corps, tous les acteurs de développement. En réalité, c'est ça, les acteurs du processus de la décentralisation. Donc le développement, c'est un espace, c'est un enjeu de pouvoir entre les différents acteurs. Mais l'acteur principal, c'est l'acteur formalisé, ce sont les élus. Les collectivités prennent une part importante, ce qui fait que les décideurs de base ont très peu d'espace dans ce enjeu. C'est très important de le souligner, parce que souvent, quand on est élu, on a le pouvoir politique, on a le pouvoir quelquefois aussi économique. Même l'acteur économique le plus puissant n'a pas d'influence par rapport aux décisions. Et souvent, ça impacte peu dans le processus de participation. La notion de participation dont on parlait, le président en parlait tout à l'heure, de top-down, mais la participation elle-même est une problématique. La participation elle-même est une problématique.
Qui participe à quoi quand on parle de développement? Est-ce qu'on vient simplement greffer les projets de développement sur un territoire non maîtrisé, non étudié, qui n'implique pas les besoins réels des populations en tant que telles? Nous, dans le cadre de nos parcours d'acteurs de développement, nous inversions la proposition. Nous disions que c'est l'exogène, c'est-à-dire l'externe, qui participe au processus de développement. C'est l'endogène qui est déterminant. Je vous donne un exemple. Dans ma carrière, quand j'étais directeur du programme intégré de Podor, je faisais du développement. J'arrivais dans un village, les femmes me demandaient, Monsieur Sow, aidez-nous à faire un jardin. Ou bien donnez-nous un jardin. Là l'expression, donnez-nous un jardin. Je regardais le fond de ma poche et je dis, mais j'ai pas de jardin. Je dis, non, non, non. Vous dire qu'on a un terrain, on peut faire des clôtures, on peut arroser. Alors donc, moi, qu'est-ce que je dois apporter? Ah oui, si vous nous donnez des arrosoirs, si vous nous donnez des pelles, si vous nous donnez des pics, nous allons multiplier notre capacité d'intervention. Donc, en réalité, le déterminant, c'était ces femmes-là. Sont elles qui étaient les déterminantes. Moi, je ne faisais que apporter la capacité d'aller en avant dans le processus de développement. Donc, j'inversais donc la proposition. Je dis, ceux qui participent, ce n'est pas les déterminants. Ce sont les acteurs ou les actrices de base qui sont les plus déterminants. Et la décentralisation, c'est cela. C'est-à-dire qu'on dit, on agit au nom et pour le compte des populations. Mais en réalité, on agit et pour le compte de soi-même, de son pouvoir. De son pouvoir. Parce que je suis élu, je suis représentant, mais quelquefois, j'essaye d'asseoir mon pouvoir politique. Et ça, c'est une problématique que je pose, parce que je provoque. Et c'est ça la compréhension que nous devons avoir du processus de développement. L'autre enjeu, ce sont les acteurs politiques eux-mêmes, entre eux. Les conflits de positionnement politique, les conflits de positionnement économique. Ce sont ces éléments-là qui sont les éléments qui freinent le processus de développement. Donc le développement doit être harmonieux, ça veut dire qu'il doit être compris par l'ensemble des acteurs. Il faut que l'ensemble des acteurs participent de manière consciente pour l'objectif de la réalisation du développement. L'autre aspect, et je termine là-dessus, dans le cadre du département, qui est érigé en collectivité locale. Mais qu'est-ce qui a changé par rapport aux régions? En réalité, les domaines de compétences transférés au département ne sont rien d'autre que les compétences qui étaient dévolues aux régions. Uniquement. Donc, il y a la compétence générale, qui est le processus de développer le département, qui était le processus de développer la région. Les compétences spécifiques n'ont pas changé, c'est les 9 domaines de compétences qui étaient dévolus aux régions et qui sont dévolus au département. Alors, pourquoi on avait supprimé les régions? C'était pour plus de proximité, dit-on. Pour ce que disait mon ami Adama Diouf, on maîtrise mieux le département que la région. On oubliait la fonction intermédiaire que jouait la région du point de vue de la planification dont tu parlais. La planification au niveau régional était beaucoup plus cohérente du point de vue viabilité, du point de vue des potentialités économiques. Alors que le département, il y a l'espace est plus réduit, mais est-ce que la cohérence régionale par rapport à l'État existe au niveau départemental? Est-ce qu'il n'y a pas de rupture entre la politique du plan émergent de manière globale pensée en le saucissonnant au niveau départemental? Voilà la problématique. Il est vrai que les deux aspects peuvent être analysés
et voir quel est l'avantage le plus pertinent. L'autre problème qui freine aujourd'hui les départements, c'est le financement. Ce qui était dévolu à la région est divisé par 4 du point de vue départemental. Les budgets de la région de Saint-Louis, dans le temps, c'était environ de 600 millions. C'est l'État qui le donnait. Et aujourd'hui, l'État est obligé de diviser par 4 pour pouvoir donner au département. Alors qu'on a multiplié les fonctionnalités, c'est-à-dire les bureaux des maires, enfin des bureaux des présidents de communautés de conseils départementaux par rapport à la région. Quelle est l'efficacité? Le fait d'augmenter ce nombre-là par rapport à l'impact de développement. Voilà les questions qu'il faut se poser. Et nous avions à l'époque, dans les discussions, il faut prévoir une fiscalité locale du point de vue du département. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, les décrets n'ont pas encore reprécisé. C'est un élément important. L'autre élément, c'est la coopération décentralisée. La coopération décentralisée est une coopération contrôlée, contrairement à ce que les gens disent. Ce n'est pas parce qu'on se lève, on est d'une région du Nord ou d'un département du Nord, et on vient, on rentre dans un département ou dans une région, et on fait du saupoudrage pour dire qu'on participe au processus du développement. Donc la question que je dois simplement préciser, c'est que la coopération décentralisée est encadrée du point de vue des lois, du point de vue des règlements. Et il faut le repréciser. On connaît très bien la situation, l'appui budgétaire, l'implication simplement en tant que collectivité sœur et par rapport à une autre collectivité. Donc voilà quelques problématiques. Moi je pose les problématiques et je pense que c'est ça l'intérêt du débat. Par rapport maintenant à l'élaboration du plan de développement, le plan de développement du département de Podor, effectivement, le président vient en parler. Je dois dire, ma sœur, c'est tout à fait contraire à ce que nous faisions. Ce plan de développement du département de Podor a dégagé le profil économique, le profil social et la gouvernance. Voilà les 3 aspects que nous avons. Et ce qui est ressorti, c'est exactement très différent par rapport à ce qu'on connaissait du processus classique de la planification. On pourrait peut-être entrer dans les détails. Voilà, je voulais simplement poser un certain nombre de problématiques qui nous permettent de discuter. Je vous remercie.